Et notre invité est à la tête de la CFE-CGC, syndicaliste donc. Bonjour François Omril. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes, comme nous, dans l'attente de cet audit de la Cour des comptes, cette mission flash sur le financement des retraites. Ces chiffres qui seront donc donnés par Pierre Moscovici, est-ce qu'ils seront sans débat pour vous? Vous les prendrez tels quels pour ensuite discuter pendant 3 mois? Non, mais les chiffres, ils sont faits pour susciter, provoquer le débat. Mais ils auront quand même, je pense, une certaine autorité. Après, moi, j'ai coutume de dire que souvent, les chiffres sont muets et les courbes sont leur langage. Et en fait, il faut toujours les mettre en perspective. C'est toujours l'explication qu'on leur donne. Voilà, ce qui est intéressant pour nous, dans cette séquence, c'est le fait que la Cour des comptes, qui n'est pas dans un exercice, on va dire, classique, parce qu'il est probable, en tout cas c'est ce que Pierre Moscovici nous a dit, qu'ils feront aussi des projections. Alors en général, la Cour des comptes travaille vraiment sur des bilans, hein, sur des photos. Bon, là c'est assez intéressant de voir comment ils vont présenter les choses, et pour tout vous dire, nous on n'a pas d'informations à ce stade. Par contre, sur le bilan, sur les chiffres, nous, on n'aura pas beaucoup de surprises parce que les chiffres, on les connaît. On siège dans les conseils d'administration des différents organismes. Oui, mais sur les chiffres, déjà, il y a certains débats entre les chiffres que donne le corps et puis le Premier ministre. Et il a estimé le déficit du système de retraite à plus d'une 50aine de milliards d'euros. C'est donc qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se fait à côté. Moi, je dois vous dire que pour moi, c'est le Premier ministre qui va avoir un problème parce que, pour le coup, le débat, il est tranché. En fait, le Premier ministre, ce qu'il voulait faire, c'est nous emmener sur un terrain dans lequel il considérait la question des retraites comme étant un système global, dans lequel tout se vaut. Or, en fait, ça n'est pas possible. Et nous, on a quand même l'assurance, et notamment vis-à-vis du premier président de la Cour des comptes, qu'il n'y aura pas de globalisation comme ça. Pourquoi ? Parce que la retraite des fonctionnaires n'est pas un régime par répartition. C'est un régime qui est à la charge de l'État, comme d'ailleurs les pensions d'activité. Elle pèse dans le déficit, bien entendu, comme d'ailleurs toutes les dépenses de l'État. Vous savez, 200 milliards qui vont vers les entreprises sans contrôle ni condition, ça pèse aussi dans le budget de l'État, sans garantie du résultat. Moi, je peux faire la liste de tout ce que dépense l'État à partir de nos cotisations, de nos impôts, et qui ne produit pas forcément le résultat économique attendu. Donc, non, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on fasse la part des choses. Il existe des régimes par répartition, c'est la plus grosse masse des retraites, ces régimes sont sous contrôle. Il y a le régime le plus important, c'est la retraite de base, la CNAV, l'assurance retraite, c'est presque 160 milliards d'euros quand même, et on nous objecte un déficit. Non, je ne suis pas d'accord, les derniers résultats qui sont connus, ceux de 2023, nous montrent que le déficit d'exploitation, on va l'appeler comme ça, est de 0,8%. On est loin des 6% de la dette du résultat comptable des finances publiques. Mais dès 2024, ça va replonger en non, ce n'est pas ce qu'on attend sur 2024. Il y aura effectivement la pérennisation d'un résultat comptable négatif, mais par ailleurs, les régimes complémentaires, le plus important, c'est l'Agirc-Arrco. C'est presque 100 milliards de prestations reçues et un peu moins de prestations versées. Eh bien, le résultat 2024, là encore, va être positif. Donc pour vous, c'est un piège dans lequel va tomber le Premier ministre finalement et vous... En fait, le Premier ministre, il a une approche politique des choses. Il cherche à nous amener sur le terrain où il présente les choses comme étant globales, finalement. Voilà, les retraites tout compris, c'est 14% du PIB, c'est beaucoup trop. Donc il faut se serrer la ceinture, il faut que tout le monde se serre la ceinture. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça parce que justement, les régimes qui sont sous le contrôle, les régimes privés ne doivent pas payer pour le régime public. C'est-à-dire que non, c'est pas au régime, c'est à l'ensemble de la population, à travers les impôts, de prendre en charge les personnes de la fonction publique, et y compris, si possible, de les prendre mieux en charge, parce que je dois dire que s'il y a bien une partie de la population qui souffre depuis 30 ans de perte de pouvoir d'achat, c'est bien les fonctionnaires. Donc là, on a un vrai problème pour le coup. Mais là, il vient vers nous, le Premier ministre, en essayant de nous enfumer. La vérité, c'est ça. Et il nous dit, mais il faut prendre le système global. Et donc, ce que moi, l'État, je paye pour les pensions des fonctionnaires, finalement, je voudrais un petit peu me retirer de cette obligation et je vais vous en faire payer une partie. Nous, on n'est pas d'accord. On dit, si vraiment il faut qu'on discute de tout ça, on en discute. Mais on en discute au bon endroit. Et il ne faut pas nous faire, à nous qui sommes gestionnaires des régimes complémentaires du privé, des reproches qu'on ne mérite pas. Parce qu'il faut quand même le rappeler, aujourd'hui, les réserves de l'Agirc-Arrco,
défaut, c'est presque 80 milliards d'euros, et c'est un résultat d'exploitation qui est en progression de 4% sur les 2 dernières années. Donc le résultat comptable, il est positif. Donc ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que ce que gèrent les partenaires sociaux, ils le gèrent visiblement suffisamment bien pour qu'il y ait un résultat positif et que par ailleurs, il y ait des réserves qui continuent d'augmenter. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils vous demandent de vous intéresser au système global. C'est exactement pour ça, parce qu'en fait, évidemment, l'État dispendieux, la cigale et la fourmi, vous connaissez, eh bien il dit « Oh là là, vous avez accumulé des réserves, eh bien je vais peut-être vous en prendre une petite partie pour par ailleurs pouvoir Oui, mais ça, ce sera votre ligne rouge, on est bien d'accord. C'est très clairement une ligne rouge. Moi, ce que je dis, on peut discuter de tout en fait, mais on ne peut pas être malhonnête dans l'approche. On ne peut pas accepter François Bayrou, le Premier ministre, qui vient nous dire « Mais finalement, vous êtes tous responsables de ces 55 milliards, des fois c'est 35, des fois c'est 55. » On ne sait plus trop finalement. Il semble avoir découvert comment fonctionne la retraite à l'occasion d'un petit travail qu'il aurait fait quand il était au commissaire au plan. Mais tout ça, pour nous, ça ne vaut pas grand-chose, en fait, parce que nous, on a l'expertise sur les sujets. Et c'était justement votre expertise qu'il demande pour résoudre le problème dans sa globalité et pas forcément piquer dans les caisses de l'Agirc Arrco. De toute façon, mal intentionné. De toute façon, dès qu'il y a une caisse quelque part, l'État veut piquer dedans. Ça, on est assez habitué à ça. Mais si on pose le principe, ce que le Premier ministre a voulu faire, qu'on va avoir un débat ouvert sur des chiffres objectivés, sans contestation, alors à l'évidence, ce piège-là qu'il avait ouvert devant nous, il va falloir le refermer. Donc vous partez déjà avec un désaccord avant même le début du conclave. Moi, je pense que je serai d'accord avec les conclusions de la mission flash de la Cour des comptes et que, de fait, cet accord-là va invalider définitivement la position politique du Premier ministre. Et c'est une très bonne chose. Et vous préparez quoi, une contre-réforme? Qu'est-ce que vous allez apporter comme proposition sur la table à ce conclave? Nous, on reste conforme à ce qu'on dit depuis le début, en fait, dans cette affaire. C'est que s'il faut effectivement se pencher sur la question des retraites, et notamment des régimes par répartition et de leur équilibre à moyen et à long terme. Il faut savoir que dans un régime de retraite par répartition, le moyen terme, c'est 15 ans, et le long terme, c'est 30 à 45 ans. Alors, qui sait quelle sera la croissance, le niveau de productivité, le taux d'emploi dans 35 ans. Personne ne le sait en vérité. Mais il n'empêche qu'on est tenu, c'est pour des questions d'obligation prudentielle, de travailler sur ces questions-là. Et donc sur ce sujet-là, moi je pense qu'il faut être ouvert et regarder quels sont aujourd'hui les plus gros risques sur les équilibres à venir dans les régimes de retraite par répartition. Eh bien on les connaît, c'est le taux d'emploi des seniors. Sur ce sujet, la France se distingue en fait des autres pays en Europe et dans l'OCDE. Il monte, mais il est toujours très inférieur aux autres pays. Il reste très très inférieur et nous on pense que c'est un problème quantitatif au sens où ces personnes-là qui ne sont plus dans l'emploi, eh bien, finalement, elles ne cotisent pas au régime de retraite, mais par ailleurs, elles coûtent à la société parce qu'elles sont soit à la charge du chômage, soit à d'autres charges, peu importe. Ça peut être la maladie, d'ailleurs, ce taux-là, il augmente. Donc, on a une vraie problématique. Et puis, c'est une problématique qualitative, j'allais dire économique. Pourquoi est-ce que les seniors, les entreprises, les sortent de l'entreprise? Parce qu'elles considèrent qu'à partir d'un certain âge, finalement, on coûte trop cher. On n'est plus aussi productif. Voilà. Eh bien, nous, on pense que c'est une erreur, en fait. Il faut considérer la chose sur le plan qualitatif et sur le plan économique. Parce qu'un salarié n'est pas qu'un coût dans la rubrique des coûts de l'entreprise, c'est une valeur pour l'entreprise. Et au moment où cette personne quitte l'entreprise, on se coupe de la valeur de cette personne-là. Et donc, elle ne contribue plus au développement et aux équilibres. Donc oui, revaloriser le travail. Et nous, ce qu'on dit, c'est exactement ça. C'est qu'il faut mettre les seniors. Pour nous, seniors, c'est à partir de 55 ans. Mettons, donnons cette limite-là. 55, 65 ans. C'est une période longue, 10% quand même. 10 ans, pardon. 10 ans dans la vie d'une personne au travail. Eh bien, il faut se pencher sur cette période et travailler ensemble. Le dialogue social, c'est fait pour ça. Travailler ensemble à redonner de la valeur à ces carrières-là. Et alors, on va donner envie aux gens de rester. Est-ce que ça veut dire que les seniors, dans certains pays, ils sont et à partir de 55 ans, ils sont moins payés qu'avant parce qu'on considère aussi ils peuvent travailler aussi moins longtemps. Dans certains pays, ils vont travailler 80% du temps pour 90%. C'est exactement ce qu'on pense. C'est exactement ce qu'on pense. Nous, on pense des aménagements. Il faut commencer à travailler sur l'aménagement de la fin de carrière. Pourquoi? Parce qu'à partir de cet âge-là aussi, on a peut-être d'autres centres d'intérêt à l'extérieur de l'entreprise. Moi, j'ai coutume de dire souvent, en réfutant l'argument de l'espérance de vie comme étant le critère qui devrait réguler l'âge de départ. Ah oui, vous savez, ce qu'il dit votre collègue de la CPME. Moi, je le réfute totalement pour une raison très très simple et facile à comprendre. C'est que quand on gagne de l'espérance de vie, c'est toujours à la fin de la vie. C'est-à-dire au-delà de 85 ans. Or, moi, j'observe qu'à partir de 85 ans, souvent, on est une charge
pour son environnement, alors qu'entre 60 et 65 ans, on est plutôt une ressource pour son environnement. Et donc on ne peut pas mettre les deux en équivalence. En fait, c'est ça, le discours, il n'a pas de sens d'une certaine façon. Il faut considérer que l'augmentation de l'espérance de vie, qui au passage, s'agissant de la France, stagne depuis 10 ans. On nous avait promis en 2014 3 mois de gains tous les ans. En fait, on est au même niveau aujourd'hui, 10 ans plus tard. Donc là encore, ça se réfute assez. Donc ça, vous ne le discuterez pas, l'indexation de l'âge de départ sur... nous, on va le réfuter totalement, parce que ça n'a pas de sens, pour la raison que je vous ai donnée. On n'est pas la même personne à 85 ans qu'à 65 ans. Et donc non, c'est une mesure du progrès. Et donc, on ne peut pas considérer que, par définition, on va dire on arrête le progrès, parce que c'en est assez. Finalement, 20 ans à la retraite, c'est suffisant. Dans d'autres pays, c'est 18 ans. Dans d'autres pays, c'est 15 ans. Nous, en France, on n'a pas l'objectif de proposer aux gens, finalement, d'avoir une retraite en meilleure santé, et pourquoi pas plus longue, etc., jusqu'à après 85 ans. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un projet politique cohérent, en fait. Non, au contraire, c'est la vision de la CFE-CGC. Il faut travailler pour revaloriser les fins de carrière, pour donner de la valeur aux personnes, aux individus par rapport à l'expérience qu'ils ont accumulée dans l'entreprise. Jusqu'à quel âge? L'âge de départ, est-ce que vous allez être flexible là-dessus? Quelle est votre ligne rouge? Est-ce qu'on revient aux 62 ans ou les 64 ans, vous êtes OK avec? Non, on n'est pas OK sur les 64 ans au motif que c'est un âge limite, en deçà duquel ça n'est pas possible. Nous, ce qu'on dit, c'est que, en fait, aujourd'hui, vous le savez, l'âge moyen de départ, c'est au-delà de 63 ans. C'est 63 ans et quelques mois, je n'ai pas le chiffre le plus récent en tête. Mais c'est l'ordre de grandeur. La moyenne, c'est personne. La moyenne, c'est la moyenne entre 60 ans et 70 ans, pourquoi pas. Donc, d'ailleurs, il y a des catégories de personnes qui, pour la raison qu'ils ont commencé à travailler relativement tard, de toute façon, pour avoir leur plein droit à la retraite, ils devront travailler jusqu'à 66, 67 ans, et notamment des gens que je représente. Ceux qui ont fait des études, qui sont rentrés dans le travail à 25 ans, vous faites le calcul, tout simplement, ça les amène à 66, 67 ans. Donc ça, c'est déjà l'état des lieux. Ce que je dis, c'est mettre une limite, c'est finalement sanctionner des personnes qui ont les droits et les moyens pour partir à la retraite à 63 ans, à 62 ans, au moment où ils ont les droits à travers les trimestres, on les sanctionne en fait. Et dans cette réforme, on a sanctionné principalement les femmes, mères de famille, qui avaient la possibilité, notamment grâce au dispositif de réparation des incidents de carrière à cause des grossesses, ils pouvaient partir à 63, à 62 ans. Aujourd'hui, on leur dit, non, c'est pas possible, tu as les droits, mais tu devras attendre 64 ans. C'est une très très grave injustice. Il y en a d'autres. Ce qu'il faut, c'est leur fournir des trimestres pour compenser. Et ça, c'est aussi... Ça existe déjà. Mais vous avez beau fournir des trimestres, si l'âge limite est à 64 ans, vous pouvez pas partir avant. C'est pas possible. C'est la problématique de l'âge limite. Et nous, on dit qu'il faut mais pourquoi partir avant alors que l'espérance de vie s'allonge et qu'il faut y travailler plus? Pourquoi pas respecter un peu le désir des gens? On peut avoir dès l'instant qu'on a les droits pour le faire. Mais respecter le désir des gens, c'est le déni aussi de réalité sur ce que font aussi les autres pays qui allongent tous. La France, elle est seule à avoir raccourci et rapproché. C'est pas parce que les autres pays le font qu'il faut forcément... C'est qu'il y a un réalisme économique. Et le réalisme économique, moi je le conteste. Le réalisme économique qui devrait nous amener à considérer que l'espérance de vie en retraite, si on prend les statistiques après-guerre, il part pratiquement de 5 à 7 ans en retraite. Aujourd'hui, il arrive à 20 ans. Donc, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Parce qu'il y a un réalisme économique qui veut que finalement... C'est qu'on n'a pas les moyens dans le système vous allez avoir une émission, un débat tout à fait intéressant tout à l'heure avec Gilles Berset sur la pauvreté. Donc, finalement, si on considère l'évolution du monde, et en particulier en France, il faudrait considérer que le réalisme économique nous amène à considérer comme normal qu'il y ait des choses qui progressent, parce qu'il y a le progrès. Et donc, qu'est-ce qui va progresser? C'est 1, la fortune des milliardaires, et 2, le niveau de pauvreté. C'est quand même un peu choquant. Est-ce que c'est ça le progrès? Il faudrait considérer que c'est normal, en fait. Et que par ailleurs, pour compenser ça, il faudrait que les gens ils passent moins de temps à la fin de leur vie en retraite et en bonne santé. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je viens vous le dire ici, non, c'est pas vrai. Ils peuvent passer plus de temps en retraite, mais avec d'autres systèmes. Alors, à ce moment-là, quelle est la solution pour équilibrer l'équation? Parce que... je viens de vous le dire. Il y a deux ressorts. Le deuxième, je ne l'ai pas développé. Le premier, donc, c'est le taux d'emploi des seniors. Ça fait pratiquement la moitié du chemin. Plus de cotisations. Qui nous amène dans des conditions de sécurité pour les 7 à 15 ans à venir. Et puis après, il y a l'augmentation de la productivité. L'augmentation de la productivité, ce n'est pas les heures de travail. C'est le taux d'emploi.
il faut travailler sur le taux d'emploi, et notamment le taux d'emploi des seniors, et notamment l'insertion des jeunes dans l'emploi. Là-dessus, on a des vrais chantiers sur lesquels on va travailler, et sur lesquels on a matière à développer du dialogue social et de la négociation. Mais après, il y a la question de la productivité. Or, la productivité, c'est plutôt la politique du gouvernement, sa politique publique. Ça ne se décrète pas non plus, on a du mal en Europe avec la productivité. Mais je suis désolé, la France est en chute de productivité. Et moi, je vais vous dire pourquoi. Et je l'affirme, c'est à cause de la politique qui est menée depuis 15 ans en France, qui est une politique de subvention des emplois à basse qualification. Là où il faudrait investir dans la recherche publique, en France, on est à 2,2% du PIB. En Allemagne, ils sont à 3,5%. En Corée du Sud, ils sont à 4,5%. La France est très en retard. On est en dessous des objectifs européens. Donc ça, c'est un vrai problème. Tout le monde dit que c'est un problème. Et finalement, personne ne fait rien. Et ça, par contre, ça a un impact extrêmement important sur la productivité. Parce que tirer l'économie vers le haut, faire de la recherche de haut niveau, développer des activités novatrices, déposer des brevets, travailler sur des pilotes d'exploitation, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui s'organise et qui est à la main de l'État d'une certaine façon. Vous savez, l'histoire, vous la connaissez. Aux États-Unis, on nous dit les États-Unis, la nette économie, etc. Mais tout vient de l'investissement public. Aujourd'hui. Le GPS, c'est la marine nationale. Oui, c'est des subventions Internet, à l'origine. C'est l'armée, etc. Donc je ne suis pas là pour vendre un modèle plus qu'un autre. Simplement, j'observe que ce qui fait la compétitivité de demain, ce qui fait les emplois de qualité de demain, c'est l'investissement public d'aujourd'hui. Or, l'investissement public dans la recherche aujourd'hui en France, il est déficient. C'est une question de politique économique on et même au niveau européen. On injecte des centaines de milliards sans aucun contrôle et on ne mesure pas les impacts économiques. Sur la retraite, quels sont vos totems à introduire un peu plus de capitalisation pour vous? C'est quelque chose que vous allez apporter au débat lors de ce conclave? Vous savez, le sujet, nous, c'est pareil, on est à l'écoute de ce qui est dans l'air du temps. On sait bien comment le système fonctionne, quand tout d'un coup vous croisez 5 personnes dans la rue ou dans des réunions et qu'à chaque fois on vous parle de la CAPI, on sait qu'il y a eu un peu une sorte de mot d'ordre finalement qui a été donné. Donc je vais vous dire la position de la CFE-CGC. C'est un sujet comme les autres. Voilà. Nous, on n'a pas de blocage idéologique en quoi que ce soit. Simplement, moi j'ai une ligne, je vais vous le redire, je ne rentre pas dans un débat dans lequel on va venir me dire le système par répartition est foutu, il faut en mettre un autre à la place par substitution. Parce que ça, c'est faux. Je viens de vous démontrer qu'en fait, c'est pas vrai. Le système par répartition. Oui, mais on peut introduire des briques de capitalisation mais elle existe déjà. Dans la fonction publique, c'est vrai qu'elle existe aussi. Elle existe avec l'après-fonds. Bon, les volumes ne sont pas extraordinaires, mais je dois vous dire que c'est un peu un exemple de gestion. Nous avons, nous, à la CFE-CGC, le président de l'après-fonds aujourd'hui, c'est Philippe Sébac, c'est quelqu'un de la CFE-CGC. Donc, je parle d'expérience. C'est presque un modèle de gestion paritaire. Donc on peut faire de la CAPI sous gestion paritaire avec une grande intelligence. Donc si on rentre dans ce sujet-là, sous cet angle-là, moi je dis il faut qu'on en parle. Parce qu'évidemment, il y a des publics derrière. Il y a des gens qui peuvent être intéressés à avoir pour une petite partie, une partie de leur retraite qui va être assurée par des régimes par capitalisation. Et moi je ne peux pas vous dire ce serait de l'idéologie. Non, c'est pas possible, on peut pas le faire parce que ceci, parce que cela. Simplement, il faut rentrer de façon intelligente, mesurée et respectueuse. Oui, parce qu'on sent bien que bousculer le système par répartition, ça se fera pas comme ça. C'est pas l'envie et c'est juste. Et surtout, ça n'a pas de sens. Et puis, il va falloir poser 3 questions sur la CAPI. Quel est le rendement? Quelle est la gouvernance? Quelle est la sécurité du régime? C'est les 3 questions clés. Si on est capable de répondre de façon correcte à ces questions-là, moi je dis que ça peut être intéressant, notamment parce que ça peut constituer des masses monétaires et financières qui peuvent être dirigées vers le soutien à l'investissement et à l'économie française. Donc, et là, pour le coup, vous allez en parler lors de ce conclave. Ça va démarrer le 27, ça se passera dans le 7e, en plein cœur de Paris, rue de Ségur. Vous serez donc entre partenaires sociaux pour discuter et tout mettre sur la table, donc si j'ai bien compris. Merci beaucoup François Emery. Merci à vous et merci de votre invitation. Merci.